tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Nous sommes à 2 jours d'une nouvelle grève dans l'enseignement et une nouvelle polémique touche le ministre de l'Éducation nationale. Le ministère a d'ailleurs confirmé qu'au moment de faire l'interview au journal Le Parisien pour annoncer le nouveau protocole sanitaire dans les classes, publié le dimanche 2 janvier, la veille de la rentrée scolaire, ce qui avait provoqué la colère et des profs et des parents d'élèves, le ministre était bien en vacances à Ibiza. Vous comprenez que cela puisse choquer? Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon ou pour juger le ressenti, évidemment, des uns et des autres ou des Français. Est-ce que ça vous choque? A fortiori, dans un contexte de lassitude et de fatigue absolue vis-à-vis de l'épidémie. L'effort permanent que font tous les Français. Je vois bien que des questions sont posées. C'est pour ça que Jean-Michel Blanquer y a répondu hier soir, va continuer à y répondre. Il y a une règle qui est fixée par le gouvernement s'agissant des vacances, c'est qu'il faut être joignable en permanence à sa tâche. Je n'ai aucune raison de penser que ça n'était pas le cas de Jean-Michel Blanquer, qui était d'ailleurs à nos côtés le 27 décembre à l'Élysée pour le Conseil des ministres exceptionnel qui s'était tenu. Et je veux rappeler que si le protocole sanitaire pour les écoles a été présenté tardivement, c'est-à-dire le dimanche, c'est parce qu'il fallait les recommandations du Haut Conseil à la santé publique qui sont arrivées le 31 décembre au soir. Il a fallu quelques heures, une journée pour les appliquer à l'école et c'est pour cette raison qu'il a été présenté tardivement. Encore une fois, on a été les premiers à regretter ce calendrier. La règle, effectivement, c'était en Europe et à 2 heures maximum de Paris. Et puis il y a l'esprit. Ibiza n'est pas une destination comme les autres. Elle induit une notion de fête et d'insouciance qui sied assez mal à la période et à la crise sanitaire que nous vivons. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que le président de la République était au courant? Moi, je n'ai pas à savoir où mes collègues partent en vacances. Et donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une règle qui est fixée, qui est très claire, c'est qu'il faut être facilement rapatriable, entre guillemets, à Paris si besoin, et qu'il faut être joignable en permanence et mobilisé à sa tâche. Je n'ai pas de raison de penser que ça n'était pas le cas, encore une fois, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues et des échanges qui ont eu lieu. Ce n'était pas une erreur politique? Encore une fois, moi, Jean-Michel Blanquer a répondu à des questions hier qui lui ont été posées. Moi, je vous la pose à vous. À des questions qui lui sont posées. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Je rappelle la règle qui est fixée. Ce qui compte, c'est que les ministres soient à leur tâche. Évidemment que c'est difficile. Évidemment, dans un contexte qui n'est pas simple, dans un contexte aussi, je le redis, de lassitude, de fatigue des Français face à cette épidémie, face aux mesures qu'on est amené à prendre. Et donc, il faut de la clarté et s'exprimer. Et c'est pour ça que les symboles sont importants. Il y a de nouveaux appels à la démission. Yannick Jadot qui dit, au lieu de préparer avec les enseignants et les parents d'élèves une rentrée sans Covid, le ministre organisait un coup médiatique les pieds dans le sable. Éric Coquerel qui dit aussi, je me disais que le protocole était techno et décalé à la fois. Écoutez, vous avez des membres de l'opposition qui depuis le début, se saisissent de la moindre occasion pour appeler à la démission de l'ensemble des membres du gouvernement. Donc, je ne vais pas commenter ces nouvelles déclarations. Encore une fois, évidemment que la situation est difficile à l'école. Évidemment que le choix qu'on a fait de maintenir les écoles ouvertes n'est pas le choix le plus simple, que ça implique de prendre un certain nombre de règles pour limiter au maximum la circulation du virus, tout en essayant d'avoir le moins de contraintes possible sur les familles. On s'attelle à ce travail. Il y a des contraintes énormes qui pèsent sur les familles, vous savez. Qu'on a cherché à alléger. Je vous rappelle les annonces qui avaient été faites par le Premier ministre. Évidemment, dès qu'on pourra les alléger encore, on le fera. On va regarder attentivement ce qui se passe avec la situation épidémique et son évolution. Je rappelle que jeudi dernier, il y a eu une réunion très importante de plusieurs heures autour du Premier ministre, de Jean-Michel Blanquer, d'Olivier Véran, avec les syndicats d'enseignants, qu'il y a des mesures qui étaient attendues, qui ont été annoncées sur leur protection avec les masques FFP2, sur les capteurs de CO2, sur la question des remplacements, sur la question du calendrier des épreuves. C'est ce travail-là qu'on mène, c'est ces sujets-là qu'on regarde, encore une fois, dans l'intérêt des enseignants et des familles. Ça veut dire que les 3 autotests infligés aux enfants en 5 jours pourraient être un peu assouplis dans les semaines qui arrivent? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout prévu. Encore une fois, on est sur une situation épidémique tendue, avec un virus qui circule beaucoup. Mais à chaque fois que la situation épidémique le permettait, à chaque fois que les choses s'amélioraient, on a toujours adapté nos règles pour qu'il y ait le moins de contraintes possible pour les Français. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de contraintes qui ne soient pas nécessaires. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un protocole sanitaire qui correspond à une situation épidémique tendue, comme partout dans le monde. La vague Omicron frappe notre pays. On espère que dans les prochaines semaines, évidemment, les choses vont s'améliorer. On aura toujours les décisions utiles pour faciliter la vie des Français dans ce contexte. Les professeurs et les enseignants, les syndicats font une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Ça veut dire que le dialogue n'est pas finalement aussi fluide que vous le décrivez. Ils réclament à nouveau plus de postes, de matériel. Ils réclament aussi le report des premières épreuves du baccalauréat. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors d'abord, je constate que l'ensemble des syndicats n'appellent pas à une journée de mobilisation ce jeudi, puisqu'il y a un certain nombre de syndicats qui participaient à la mobilisation jeudi dernier n'appellent pas à la mobilisation ce jeudi, parce qu'il y a eu un travail et des annonces qui ont été
été faites qui correspondent à leurs attentes. On va continuer à travailler avec eux sur tous ces sujets. Je rappelle que sur la question des postes, c'est 8000 recrutements qui ont été annoncés par le ministre. Je rappelle sur la protection avec les masques FFP2, ça a été annoncé. Sur la question du calendrier des épreuves du baccalauréat, il a lui-même annoncé qu'il y avait une discussion en cours avec les syndicats pour regarder si un décalage des épreuves de spécialité qui devait se tenir dans les prochaines semaines pouvait être fait en juin. Voilà, donc il y a ce travail qui est mené, il y a une décision qui sera prise en lien avec les représentants des enseignants. C'est cafouillage à répétition, cette polémique à nouveau. Est-ce que ça ne va pas ternir le tableau que vous avez dressé de votre gestion de la pandémie ? Écoutez, c'est une pandémie qui a frappé le monde entier. Et dans l'ensemble des pays du monde, vous avez évidemment des difficultés à gérer cette situation qui est inédite. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'évidemment, tout n'a pas été parfait. Évidemment qu'il y a probablement eu des erreurs. Évidemment qu'on aurait pu mieux faire sur tel ou tel point depuis le début de cette pandémie. Ce que je crois profondément, c'est que la gestion de cette pandémie en France, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, elle est caractérisée par 3 fondamentaux sur lesquels on n'a pas dévié. C'est les écoles ouvertes, parce que oui, c'est mieux pour nos enfants d'aller à l'école que de ne pas aller à l'école. Et oui, la France a laissé ses écoles ouvertes 2 fois plus qu'en Allemagne, 3 fois plus qu'en Italie, 4 fois plus qu'aux États-Unis. Et quand on voit la situation dans ces pays, on n'a aucune raison de le regretter. Le deuxième élément central, c'est le choix de la vaccination pour tous, avec le pass vaccinal, avec le pass sanitaire avant cela, qui nous permet d'avoir une des couvertures vaccinales les plus larges au monde et qui nous a permis, encore une fois, de traverser cette dernière vague, cette 5e vague, sans avoir à reprendre des mesures de couvre-feu, de confinement ou de fermeture, comme un certain nombre de nos voisins. Regardez aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Italie, vous avez eu des mesures de fermeture de bars, de restaurants, de couvre-feu, de confinement. On n'a pas vécu ça en France à l'occasion des fêtes grâce à la vaccination. Et le troisième élément fondamental, c'est le quoi qu'il en coûte. C'est le soutien à nos entreprises. Là non plus, on n'en a pas dévié. Et si vous regardez sur ces 3 points, dans les oppositions, vous n'avez pas vu de ligne claire se dessiner. À un moment ou à un autre, elles nous ont appelé à fermer les écoles ou à les rouvrir. À un moment ou à un autre, elles n'ont pas été claires sur la vaccination et sur le pass sanitaire. Elles n'ont pas été claires non plus sur le quoi qu'il en coûte, parfois en expliquant que ça coûtait trop d'argent d'aider les entreprises. On a tenu bon sur ces 3 fondamentaux et je pense que les Français le voient, même si, encore une fois, il y a évidemment des erreurs qui peuvent être faites et des choses qui ne sont pas parfaites. L'épidémie est en passe de refluer, c'est ce que disait le professeur Fontanet du Conseil scientifique. Vous nous confirmez le nombre de contaminations à la baisse, on voit le bout du tunnel là ? Moi, je suis toujours prudent sur ces questions-là et surtout, je me fonde toujours sur ce que disent les scientifiques. Ce n'est pas un choix politique ou du gouvernement de dire que le pic est arrivé ou que la situation s'améliore. Mais effectivement, je vois les déclarations d'un certain nombre de scientifiques, notamment du professeur Fontanet. Je pense qu'on a des raisons d'être optimiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la vague Delta a vraiment régressé. On voit que la circulation tend à ralentir et que dans les régions où la vague Omicron a démarré en premier, notamment en Île-de-France, il y a ce qui semble être le début d'une décrue. Et donc évidemment, ça permet d'être optimiste. On voit que dans nos services de réanimation, la situation s'est stabilisée, que la tension n'augmente plus. Maintenant, il faut évidemment rester vigilant et poursuivre nos efforts. Le masque en extérieur, c'est un jour oui, un jour non dans certaines villes, à Paris notamment. Comment on s'y retrouve en fait ? On a pris une décision qui était de effectivement rétablir le masque à l'extérieur, comme d'ailleurs la plupart de nos voisins, parce qu'on sait qu'Omicron est très contagieux et qu'il peut y avoir des contaminations en extérieur. On a tenu compte de ce qui s'était passé ces dernières années dans l'épidémie. Vous vous souvenez, à un moment, avec la mairie de Paris, il y avait une carte de Paris qui avait été publiée, où vous aviez dans certaines rues le masque obligatoire, dans certaines rues pas le masque obligatoire. Les gens n'y comprenaient rien. Et donc on a dit c'est peut-être plus simple de dire que c'est obligatoire partout dans Paris, au moins c'est clair. Le tribunal administratif a dit c'est trop général, donc il faut revoir la carte. Et donc c'est du bon sens ce qui a été annoncé par la préfecture de police, c'est de dire quand vous êtes dans une situation où vous êtes agglutiné avec du monde, oui il faut porter le masque. Ça veut dire que quand vous faites la queue pour une boutique, il faut porter le masque. Quand vous êtes à un arrêt de bus, quand vous êtes sur un marché, vous portez le masque. Honnêtement, ça me semble être du pragmatisme, du bon sens. Et les Français, ça fait 2 ans qu'ils vivent avec ce virus. Ils savent très bien dans quelle situation. Et ils en ont marre. Oui, on en a tous marre. Et ils savent très bien dans quelle situation ils prennent un risque vis-à-vis de la contamination s'ils sont très proches d'autres personnes. C'est ça que ça veut dire. J'ai 2 questions sur le pass vaccinal. Quand est-ce qu'il va entrer en vigueur après les recours déposés devant le Conseil constitutionnel ? Vous savez qu'il y a des recours qui ont été déposés donc par des députés de l'opposition. On attend la décision du Conseil constitutionnel et dans la foulée, il pourra rentrer en vigueur. Donc j'imagine. Vendredi, samedi ? Probablement d'ici la fin de la semaine. La fin de la semaine. On attend la décision du Conseil constitutionnel pour que le pass vaccinal puisse entrer en vigueur. Il y a une question à propos des sportifs étrangers qui viendront en France pour des compétitions. Est-ce qu'ils auront des passes droits ? Est-ce que certains d'entre eux, des joueurs de tennis qui participeraient à Roland-Garros ou des joueurs de rugby ou de football, auront des passes droits et pourront venir sans être vaccinés ? Il n'y a pas de passe droit, il y a un seul pass pour tout le monde, c'est le pass vaccinal. Et donc des sportifs, qu'ils soient français ou étrangers, comme tout le monde, devront respecter les règles du pass vaccinal pour venir en France et pour jouer en France. D'accord.
Donc Novak Djokovic, s'il n'est pas vacciné, il ne viendra pas dans notre pays. Les règles du pass vaccinal, comme tout le monde. La campagne présidentielle, les adversaires potentiels du président, qui n'est toujours pas candidat, sont nombreux. Valérie Pécresse, mais aussi Marine Le Pen, qui a tourné une vidéo devant la pyramide du Louvre, la même où avait commencé le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le titre de cette vidéo, c'est l'affaissement du pays, le déclassement des Français. Elle a réussi un joli coup là-dessus ou pas ? Moi, ce que je constate, c'est qu'elle se sent obligée d'imiter le président de la République pour faire présidente, en se rendant au Louvre, parce que c'est là où le président de la République avait commencé son quinquennat. Je vois une forme d'hypocrisie dans cette vidéo. Elle parle de l'image de la France, de la fierté de la France. Elle passe son temps à la rabaisser. Elle passe son temps à expliquer que tout va mal en France. Quel message envoyer à l'international sur l'image de notre pays ? Moi, ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron, il a redoré l'image de notre économie à l'international. Que ça fait 2 ans que les baromètres indépendants internationaux classent la France comme pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Que encore hier, on a annoncé 4 milliards d'investissements étrangers en France. C'est des milliers d'emplois. Vous parlez du regard de l'étranger sur la France, mais peut-être que le regard des Français sur la France compte. Oui, mais je pense que les Français le voient, ça aussi. Ils le voient qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans dans notre pays. Ils le voient qu'on a une croissance locomotive en Europe. Encore une fois, tout n'est pas parfait dans notre pays. Tout ne va pas formidablement bien pour tout le monde. Je suis le premier à vous le dire et j'en suis le premier conscient. Mais je pense que ce message en permanence de la part de Marine Le Pen, mais c'est le cas évidemment d'autres candidats à l'élection présidentielle, d'expliquer en permanence que tout va mal en France, que notre pays serait sur un déclin inexorable, je ne pense pas que ça aide notre pays et surtout je ne crois pas que ça corresponde à la réalité. Les Français voient aussi les prix du carburant qui s'envolent. On est à des niveaux historique, exactement les niveaux du début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous allez faire un geste pour aider les Français à passer ce cap difficile dont on ne sait pas combien de temps il peut durer, parce que la hausse des prix du pétrole, il n'y a pas de terme a priori défini. On a pris, vous le savez, des mesures fortes à l'automne dernier, notamment l'augmentation du chèque énergie qui est versé aux familles et aux ménages les plus modestes. On parle de 100 euros. De 100 euros, mais on a voulu aller plus loin. Justement, aller aussi aider, accompagner les classes moyennes avec l'indemnité inflation de 100 euros aussi pour tous ceux qui gagnent jusqu'à 2 000 euros. Vous savez combien coûte un plein ? Oui, mais je rappelle, aux alentours de 100 euros. Oui, 3,8 milliards d'euros avec cette indemnité inflation qui a été versée à beaucoup de salariés, qui sera versée à une partie des salariés en ce mois de janvier, et qui sera versée aux retraités au mois de février. On avait pris des mesures par ailleurs pour revaloriser la rémunération du travail avec l'augmentation de la prime d'activité, avec la baisse des charges, etc. Je rappelle qu'on a pris aussi des mesures, parce qu'il n'y a pas que la question du carburant, sur le prix de l'électricité. Le prix de l'électricité, il aurait dû augmenter de 30 à 35% cette année. On a fait un investissement colossal pour que ça soit bloqué à 4% maximum. On a bloqué les prix du gaz aussi. Si vous regardez autour de nous, dans les pays européens qui nous entourent, vous avez des augmentations stratosphériques des prix de l'énergie et vous n'avez pas le même niveau d'accompagnement de l'État pour limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des concitoyens. On assume d'avoir cette ligne. Encore une fois, on a toujours dit qu'on voulait augmenter le pouvoir d'achat, la rémunération notamment de ceux qui travaillent dur, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et évidemment, on continuera toujours à le faire. Donc il n'y aura pas de coup de pouce aux Français là pour faire face à cette nouvelle hausse des carburants, on est d'accord ? L'indemnité inflation est encore en train d'être versée. Dernier, vous avez une partie des Français qui ne l'ont pas encore touché. Vous savez qu'il y a des questions techniques. Une partie des salariés et des fonctionnaires le touchent là en ce mois de janvier. Certains l'ont reçu en décembre, que les retraités vont la recevoir en février. Moi, je vous redis ce que j'ai dit. On sera toujours aux côtés des Français pour les accompagner. Le président va se consacrer là à la présidence française de l'Union européenne. Il fait un discours demain à Strasbourg. On voit bien que l'opposition, toutes les oppositions, s'unissent autour du tous. Sauf Macron et tous contre Macron, Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il va articuler sa campagne ? D'abord, le discours il est important demain, puisque vous savez qu'on prend la présidence française de l'Union européenne, que depuis 2 ans, l'Europe nous a rappelé sa raison d'être. Pour ne pas être à la remorque des grandes puissances étrangères, que ce soit les États-Unis ou la Chine, pour être capable de se protéger en commandant ensemble des vaccins, ce qui fait qu'on est le continent où il y a le plus de vaccins, on en produit le plus, où il y a la plus grande couverture vaccinale, pour se protéger aussi et relancer notre économie avec un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Tout ça, ça a été permis pendant 2 ans grâce à l'Europe. Et si on veut que notre pays reste fort, qu'il puisse là aussi repartir à la conquête de marchés, d'investissements, de droits pour les Français, évidemment, ça doit se faire dans une Europe forte et il faut avancer en Europe sur la question des frontières avec Schengen, sur la question de l'industrie avec des nouvelles filières, sur la question de l'environnement. Et c'est ça que va rappeler le président de la République demain. Cette présidence française, elle sera utile pour l'Europe, elle sera utile pour les Français. Comment on peut être président du Conseil de l'Europe, président de la République et candidat en campagne, Gabriel Attal ?
travaillant beaucoup. Comment on fait matériellement, en fait? On fait tout mal? Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, le président de la République, il est président du Conseil de l'Union européenne et président de la République. Il n'est pas encore déclaré candidat. C'est aussi pour ça qu'il a dit qu'il agirait jusqu'à la dernière seconde. Et évidemment que c'est probablement plus facile, entre guillemets, pour les oppositions qui n'ont que la campagne présidentielle à se consacrer. Mais en même temps, elles sont dans l'opposition, elles ne sont pas aux responsabilités, donc c'est normal. Mais Emmanuel Macron, il assumera ses responsabilités jusqu'au bout et toutes ses responsabilités et il privilégiera toujours l'intérêt de notre pays et des Français dans les décisions qu'il sera amené à prendre. Qui est l'adversaire principal d'Emmanuel Macron? C'est Valérie Pécresse? C'est Marine Le Pen? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Ce que je vois, c'est qu'il y a un match à 3 entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Une espèce de primaire entre eux pour voir qui sera l'adversaire du président de la République. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je crois qu'il y a des Français d'une droite progressiste, d'une droite libérale qui se retrouvent derrière le président de la République. Vous avez des Français d'une gauche, là aussi, progressiste, d'une gauche de progrès qui se retrouvent aussi derrière le président de la République. Et évidemment, on va poursuivre ce rassemblement, encore une fois, dans l'intérêt du pays. Merci Gabriel Attal d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.